pour la conclusion et pour l'animation de la session questions-réponses, Christian. Oui, alors là, je vais rester assis parce que vous êtes fatigué, donc par solidarité. Donc, les 12 points clés sont dans la synthèse qui est disponible. Je ne vais pas les énumérer. Simplement, peut-être le premier, quand même, on a réussi à inverser une courbe de consommation. Ça, c'est la réussite du dernier quinquennat. Et voilà, tout le reste, c'est ce que vous retrouverez sur la synthèse. Donc, on a reçu 200 questions par SMS, donc le temps de préparer les réponses. Moi, je voulais remercier tous les participants, tous ceux qui ont donné de l'argent pour qu'on puisse financer ces travaux. Le scénario 2011, tous les scénarios précédents, ça a été fait uniquement sur bénévolat. Le scénario 2016, ça a été fait aussi largement sur bénévolat. On a salarié une personne, Thomas Letts, en l'occurrence, pour faire le travail de mise en tableur, de mise en forme, etc. Mais sinon, tout le reste du travail était fait sous bénévolat. On a pris sur notre temps personnel, les uns et les autres. Donc ça, je voulais quand même le rappeler. En question de transparence, tous nos comptes sont accessibles sur le site de Négawatt. Il suffit de chercher un petit peu et en quelques secondes, on trouve toutes les informations sur la composition de l'association et sur ses comptes, etc. Alors, sur le tour des questions, donc, qui prend ? On va tourner rapidement, on va essayer de faire des réponses courtes pour donner du temps à la table ronde qui suit. Merci. Donc j'oubliais la séquence finale. On fait dans la sobriété et l'efficacité, comme vous voyez. Donc des fois, c'est un peu au pas de charge et on essaye d'en dire le maximum de façon la plus compréhensible possible. Alors, qui prend le tour ? Marc. Je vais aller très vite, si ça marche le micro. Oui. Alors, on nous pose la question, le scénario Négawatt, nous permet-il de nous passer du gaz russe et algérien et à quelle échéance ? Alors la réponse est oui. L'échéance, elle est sûrement dans les tableurs quelque part. Il faut qu'on la regarde, on ne peut pas le dire tout de suite, mais ça va être un petit boulot, un petit calcul à faire rapide, je pense, pour Thomas. La courbe jaune. Voilà. Deuxième question, avez-vous pensé aux besoins de terres rares pour le PV éolien ? Oui, on y a pensé, et justement, il n'y en a pas besoin, donc on est très bien. C'est une rumeur urbaine, il n'y a pas de terres rares dans le photovoltaïque, il n'y en a pas du tout, et dans l'éolien, il y en a dans quelques types de machines à aimant permanent, mais c'est loin d'être la majorité de l'industrie éolienne. Voir site décrypterlénergie.org. Merci du rappel. Et enfin, un dernier point, l'hydrogène a-t-il un avenir ? Oui, bien sûr, il a un avenir, c'est très clair. Dans un premier temps, en production qui va servir dans l'industrie essentiellement pour remplacer l'hydrogène issu de craquage de méthane fossile. 40 gigawatts d'électrolyse, on rappelle. Voilà. Il va servir ensuite à faire à être utilisé éventuellement comme vecteur final, mais peu dans les piles à combustible, parce que c'est des choses qui coûtent très cher, qui ont des problématiques un peu compliquées, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Il va surtout être un vecteur intermédiaire qui va permettre de faire du méthane renouvelable via la méthanation et grâce au CO2 de mon voisin Christian qui me le prête encore. Voilà, c'est fini pour moi. Alors, nous, on a une question qui est arrivée qui est pourquoi n'y a-t-il pas de femmes à Négawatt ? Voilà. Alors, on avait prévu la question, mais pas la réponse. Non, elles ne sont pas à la cuisine ou à la maison. En fait, on en a une formidable qui est en Belgique actuellement, l'autre qui est au Costa Rica, la troisième est aux Assises de l'énergie, mais je vous rassure, il y a des femmes. Et tout à l'heure, il n'y aura même pas non plus de femmes dans la table ronde, puisque malheureusement, on avait demandé à Laurence Tubiana de venir, elle est alitée et elle ne pourra pas venir. Voilà, donc on s'en excuse, mais il n'y a pas de problème pour nous à avoir un centre de femmes à Négawatt. Ensuite, après, en quoi le scénario Négawatt a-t-il pesé sur les politiques et les évolutions ? Difficile de répondre doucement et lentement, mais en réalité, on voit bien comment le débat sur la transition énergétique et les 7 mois de ce débat ont pesé derrière sur la loi d'orientation énergétique, et je pense qu'on a pu peser au niveau du scénario 2011, comme on espère aussi peser sur ce nouveau travail. Les données détaillées sont-elles accessibles publiquement ? Alors, réponse oui.
En fait, on est aujourd'hui sur le premier document qu'on sort, qui est uniquement sur le scénario et cette trajectoire. Un autre document va être élaboré plutôt sur les propositions, mesures, la mise en œuvre, qui se fait au travers d'une filiale de l'association qui s'appelle l'Institut Négawatt, qui travaille beaucoup sur les problématiques de formation et de montage de projets, notamment un projet d'Orémi sur la rénovation. Et puis le troisième document va être un document, comme sur 2011, de référentiel complet. On peut dire qu'on a à peu près 1000 pages de documents qui pourraient sortir déjà actuellement. Comment convaincre les candidats à l'élection présidentielle? Eh bien, par des journées comme aujourd'hui. On en avait 3 ici, c'est déjà pas mal. Et puis, en même temps, l'idée pour nous est de donner, elle est de dire, eh bien, écoutez, voilà, c'est un travail qui a été fait par un groupe, par un think tank, en toute indépendance. Prenez-le dans vos programmes. Et puis adaptez-le comme vous le voulez, mais prenez-le. Et donc on est dans une dynamique de partage, presque du Creative Commons du scénario Négawatt. Sur les transports, donc il y a 3 questions, je vais essayer d'y répondre rapidement. La première, comment inverser la tendance inquiétante sur le fret ferroviaire, effectivement, dont on a parlé tout à l'heure? Eh ben, c'est notamment par la mise en place de politiques publiques ambitieuse. On a eu le contre-exemple de ce qu'il faut faire de ces dernières années avec l'abandon de l'écotaxe, qui avait pourtant été voté par le Parlement quasiment à l'unanimité. Donc c'est évidemment pas avec ces mesures qu'on va pouvoir réinverser la tendance. Il faut mettre en place des politiques publiques et notamment une fiscalité d'une part sur l'énergie, d'autre part sur le trafic routier de poids lourds, pour permettre d'une part pénaliser ce mode de transport et d'autre part, avec les produits de cette fiscalité, favoriser les alternatives, le fret ferroviaire, avec le développement de nouvelles infrastructures. Deuxième question, intégrez-vous les voitures autonomes qui permettront une conduite plus fluide? Alors non, dans le scénario Négawatt, on n'a pas intégré de véhicules autonomes. Cela dit, on est un peu dans l'expectative pour l'instant. On ne sait pas vraiment comment ça va entraîner, enfin, quels impacts ça va avoir sur la consommation d'énergie. On n'est pas du tout certain que ça aille dans le bon sens, que ça aille dans le sens de la sobriété, mais peut-être plutôt de l'ébriété énergétique. Un exemple très rapidement pour illustrer ce que je raconte là. Si vous avez demain des politiques qui essayent de freiner, de réduire l'usage de la voiture en ville, notamment en réduisant le stationnement, eh ben on peut imaginer demain, avec des véhicules autonomes électriques et avec des faibles coûts de fonctionnement, de laisser circuler son véhicule autonome en ville toute la journée pour ne pas avoir à payer de stationnement. Donc voilà un mauvais usage d'une technologie qui est en train de se développer, qu'on pourrait voir dans les prochaines années. Dernière question. Comment voitures et avions peuvent-ils fonctionner au 100% renouvelable? Et pour les voitures, on en a parlé, c'est le basculement du pétrole vers, d'une part, le gaz d'origine renouvelable, et puis vers l'électricité, là où c'est adapté. Pour les avions, là, c'est le seul mode de transport où on utilise des agrocarburants de deuxième génération. Christian en a parlé. Oui, alors, une question. Que dire à ceux qui considèrent vos hypothèses comme idéalistes, notamment sur les comportements? Alors, la réponse pourrait être très longue, mais il y a 3 choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que l'idée qu'on n'aurait pas besoin de changer de comportement et qu'on pourrait continuer comme si de rien n'était est en soi non pas idéaliste, mais probablement, de notre point de vue, une illusion. Donc la question n'est pas de changer ou pas, mais comment on change. Deuxième point, justement sur comment on change, les changements de comportement qu'on décrit dans le scénario Négawatt, qui, quand on les résume comme ça, même si vous avez droit à une présentation assez longue, peuvent paraître assez rapides. En fait, c'est des changements qu'il faut bien projeter entre aujourd'hui et 2050. Et si vous pensez à quels étaient les modes de vie et quels étaient les comportements il y a 35 ans, ce qu'on décrit n'est pas plus radical ou plus brutal que ces changements-là. Simplement, la nouveauté qu'on décrit à travers un scénario comme Négawatt, mais qui vient du fait qu'on a des contraintes physiques sur les ressources, sur les impacts climatiques à prendre en compte, c'est que ces changements de comportement, on ne les laisse plus aller au gré de je ne sais quelles évolutions sociétales, de marché, etc. On les oriente
parce que c'est fondamental pour notre survie à tous. Et donc le dernier point, c'est que justement on les oriente et que là où je pense le scénario Négawatt essaye d'apporter des réponses pour que ce ne soit pas idéaliste et qu'on ne s'en remette pas justement à un bon vouloir de chaque individu pour changer de comportement, c'est qu'on montre en quoi des politiques publiques sont essentielles pour créer les conditions en termes d'offres, par exemple, de nouvelles offres de transport, en termes d'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments, créer les conditions pour que ces changements de comportement individuels nécessaires et bénéfiques sur le long terme soient possibles. Alors encore quelques questions, on n'a plus beaucoup. Comment convaincre un maître d'œuvre de faire mieux que les RT 2012 ? Tout simplement parce que les RT 2012, elle est encore extrêmement incomplète. Elle prend par exemple extrêmement mal les problématiques de surchauffe, des surchauffes d'été. Lorsqu'on a un bâtiment qui est très isolé, cette problématique devient de plus en plus importante. Donc on peut faire bien mieux que les RT 2012, qui ne prend aussi en compte qu'un certain nombre d'usages, 5 usages fondamentaux de l'énergie, mais pas la totalité des usages. Donc on peut aller beaucoup plus loin, ça sera d'ailleurs l'objet d'une RT future. Mais attention, la RT n'est qu'une voiture balai en quelque sorte vis-à-vis des performances, ça n'est pas un outil de conception. Comment jugez-vous la dynamique actuelle de rénovation ? Eh bien, en quelques mots, elle est très insuffisante en termes de rythme, d'une part, et insuffisante en termes de performance, de niveau d'aboutissement au niveau vis-à-vis des différents logements, du niveau de performance finale. Et là, il y a un immense travail à faire. Je renvoie aussi sur les travaux qu'ont pu faire l'Institut Négawatt sur cette question-là. Un autre point, comment croire à une sobriété informatique dans une société de plus en plus connectée, ce qui est une très bonne question, parce que là, on peut être un peu dans le flou, mais quand même, on peut dire que le scénario Négawatt 2017 prend en compte un doublement des réseaux télécoms et des serveurs d'entreprise. Sur ce secteur, c'est surtout l'efficacité des appareillages qui permet des gains importants. Une tablette, par exemple, consomme 8 fois moins qu'un PC de bureau. Donc, le scénario Négawatt n'empêche pas une société connectée. C'est là aussi, une fois de plus, une question de sobriété et d'efficacité vis-à-vis de ces nouveaux usages énergétiques. Une question de ton côté, tu as fini ? Ouais. Ah oui, c'est d'accord. Et une question pour finir après sur les réseaux de chaleur, peut-être. Qui veux-tu répondre, Marc, ou tu réponds ? Alors, la question, c'est votre scénario est timide sur le développement des réseaux de chaleur. Pourquoi ? Alors, le développement des réseaux de chaleur. Effectivement, on a peut-être vu à la baisse par rapport à 2011 le développement de ces réseaux. Il faut savoir que la création d'un réseau nécessite des investissements assez importants en génie civil pour créer les infrastructures, les caniveaux, etc. Et que dans la mesure où on diminue beaucoup les besoins, les consommations d'énergie en bout de réseau grâce à la rénovation du parc, la rentabilité des réseaux devient plus difficile. Donc on la réserve dans des zones denses où effectivement il reste des gros consommateurs. C'est pour ça que c'est plutôt sur le tertiaire et sur le gros collectif qu'on imagine les réseaux de chaleur. Il y en aura un petit peu de manière marginale sur l'individuel. On peut imaginer des réseaux comme en Autriche, des réseaux villageois qui sont alimentés par de la biomasse et du solaire, par exemple. Mais on reste assez prudent sur ce développement-là pour des raisons économiques essentiellement. Il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui, absolument. Voilà, tout à fait. Voilà, on est dans les temps par rapport à ce qu'on avait prévu. Merci de votre patience.